Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique de Télé Grenoble. 45 minutes en tête-à-tête chaque semaine avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Didier Rambaud. Bonjour. Bonjour Thibault Leduc. Bienvenue, vous êtes sénateur de l'Isère depuis 2017, ancien membre du Parti Socialiste. Vous avez été un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron en 2016, avant même qu'il se présente à la première présidentielle. Vous êtes resté fidèle depuis au chef de l'État. Vous n'avez jamais regretté ce choix ? Non. 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 Sûrement avec parfois des états d'âme, voilà, peut-être des incompréhensions, mais non, voilà, j'ai fait un choix, peut-être pour le meilleur et pour le pire, mais voilà. Non, j'estimais qu'il était la personne qu'il fallait à un moment donné pour notre pays, parce qu'effectivement, il y avait besoin de réparer notre pays, de le moderniser, de faire beaucoup de réformes. On aura l'occasion, j'imagine, d'en parler. Justement, ce jeudi, le Sénat a adopté la réforme des retraites. 193 voix pour, 114 contre et 38 abstentions. Vous avez voté pour, j'imagine ? Bien sûr, j'ai voté pour. Sans état d'âme ? En responsabilité, parce que j'estimais que cette réforme est incontournable, indispensable. Voilà, on voit bien, il fallait sauver notre régime dit de répartition. Rappeler qu'effectivement, beaucoup de Français ne savent pas, mais ce sont les cotisations, nos cotisations sur nos salaires, nos indemnités, qui permettent de payer les pensions des actuels retraités. Et quand on voit un petit peu ce ratio très défavorable, dans les années 70, on avait trois actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est tombé à 1,7. Et ça va encore descendre dans les prochaines années. Donc, il faut trouver les solutions pour équilibrer d'abord financièrement ce régime dit de répartition. Alors qu'ils devaient voter le même jour que vous, les députés, eux, n'ont pas eu à se prononcer sur le texte, puisque le gouvernement a décidé de faire passer le texte en force en utilisant le 49.3. Ça vous a surpris ? On ne s'attendait pas forcément à ça la veille de ce jeudi décisif ? Il y a beaucoup de choses à dire à travers votre question. D'abord, en force. Non, pas en force. Le 49.3, c'est un outil oui. de la Constitution qui existe depuis 1958. En tout cas, en se passant de l'avis des députés. Mais je reconnais qu'effectivement, et à titre personnel, c'est quand même un crève-cœur, effectivement, d'être passé par là, parce que une loi aussi importante que celle sur les retraites aurait mérité effectivement un vote de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs n'a pas eu l'occasion d'être votée en première lecture, ouais. Et à nouveau, effectivement, après les conclusions positive de la CMP, un CMP qui réunit 7 sénateurs et 7 députés. Bon, on sait pourquoi on est obligé d'en arriver là, à ce 49.3. Bon, malheureusement, quelques députés LR n'ont pas eu le courage d'assumer cette décision, alors qu'il y a eu beaucoup de concessions en leur direction au sein de la CMP. Puis bon, peut-être aussi l'attitude de certains responsables nationaux. On est bien placé en région Rhône-Alpes. On a un président de région, Laurent Wauquiez, qui veut un destin d'homme d'État, fait preuve d'un silence étourdissant sur cette réforme des retraites. On ne sait pas ce qu'il pense. Donc on peut imaginer qu'effectivement, que derrière lui, quelques députés LR, malheureusement, n'ont pas eu le courage de voter cette réforme. Et Olivier Marleix, qui est le président du groupe LR, a justement demandé à Laurent Wauquiez, peut-être un peu tard, d'être un peu plus présent sur ce débat national qui, effectivement, peut concerner un futur président de la République. Vous êtes l'impression que vous êtes fait avoir par les LR, vous l'avez dit vous-même, vous avez négocié et amendé pas mal le texte pour leur faire plaisir, pour avoir leur voix, et puis au final, ça s'est très bien passé au Sénat, où, comme vous le savez, il y a quand même une majorité sénatoriale composée essentiellement d'élus LR. La CMP préparatoire, voilà, je pense qu'ils ont beaucoup été écoutés. Il y a des mesures au-delà des 64 ans, de l'allongement de la durée de cotisation, sur le CDI senior, sur la surcote pour les mères de famille. Bon, il y a eu quand même des écoutes à leur attention. Donc, bon, il y a une espèce un petit peu de double jeu que je regrette beaucoup, effectivement, oui, parce que je pense que malheureusement, les intérêts particuliers de quelques élus l'ont emporté sur l'intérêt général pour notre pays. Est-ce que ce n'était pas le jeu d'aller quand même au vote, de prendre le risque, c'est aussi la démocratie, de soumettre un texte aux députés, puis chacun tranche en conscience, en responsabilité ? Alors,
je ne suis pas à l'Assemblée nationale, hein, je suis au Sénat, donc je peux difficilement m'impliquer dans ce débat-là, mais je peux avoir mon avis. Bon, je pense que peut-être qu'il fallait... oui, des fois, je suis partagé, très franchement. Aller au vote, oui, au moins on aurait su. Voilà, personne par personne, qui aurait voté pour ou contre. Mais d'un autre côté, je pense que cette réforme est essentielle pour notre pays. Donc l'intérêt général doit l'emporter. Donc, eh bien, l'outil 49.3 a été utilisé. Encore une fois, c'est un crève-cœur pour moi. Mais bon, la Constitution le permet. Donc, allons jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y avait pas la crainte aussi pour le gouvernement, si on était allé au vote, de voir quelques défections dans son propre camp? Certains députés n'avaient pas caché leur réticence par rapport au texte. Elles étaient annoncées, bon, je dirais, sur quelques unités. Hein. Oui, mais c'est symbolique quand même. Mais c'est symbolique, je reconnais. Bon, j'imagine qu'il y aurait eu, que le travail préparatoire avant jeudi, le jeudi a été fait. Et si la Première ministre a décidé effectivement d'engager le 49.3, c'est que sûrement on n'a pas eu, hélas, confirmation d'un certain nombre de votes qui étaient attendus. Effectivement, il y avait eu des menaces d'exclusion pour tous les députés Renaissance qui ne voteraient pas cette réforme des retraites. Bon, les menaces n'auront pas à se mettre en œuvre. En tout cas, c'est une réforme qui reste rejetée par une grande majorité des Français, à peu près 2/3 si on en croit les sondages qui se succèdent depuis des semaines, qui n'a pas trouvé de majorité à l'Assemblée nationale. Sa légitimité est quand même bien entamée. Est-ce qu'elle va être facile à mettre en œuvre? Je suis comme vous, hein, j'observe, je regarde, j'écoute les manifestations, que je respecte d'ailleurs. D'ailleurs, je tiens à saluer que pour l'instant, ça s'est bien tenu. Effectivement, quand c'est encadré par un mouvement syndical, ça se passe plutôt bien. Je reçois beaucoup de courriers, de mails. Je vois bien qu'il y a une certaine colère dans le pays, mais peut-être que derrière cela, il y a peut-être autre chose aussi. Voilà, je pense que la retraite, c'est quelque chose qui cristallise d'autres sujets, peut-être la relation au travail, tout simplement. Hein, où on considère que la retraite, c'est la récompense après des années de labeur, mais il y a des problèmes de pouvoir d'achat, d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, les longues carrières, la pénibilité. Il y a tout ça qui rejaillit et quelque part... pour lesquels il n'y a pas eu encore des réponses. Je rappelle d'ailleurs qu'il va y avoir un projet de loi qui va arriver normalement avant l'été sur le travail, sur le partage de la valeur. Et tout cela a cristallisé finalement et aboutit, oui, dans l'opinion, à un rejet de cette réforme. Mais quand on est réformiste, quand on joue l'intérêt général de notre pays, peut-être il faut savoir être aussi impopulaire. C'est mon cas, je sais, je l'assume. Je sais qu'en votant cette réforme, je sais à quoi je m'attendais. D'ailleurs, c'est pas toujours agréable, je tiens à vous le dire. Quand je reçois des messages d'amis qui me traitent de social traite, de vendu, etc., ça fait mal. Mais voilà, quand vous êtes en responsabilité, que vous pensez aussi aux futures générations, à celles de mes enfants, de mes petits-enfants, voilà, je ne veux pas être mis aussi montré du doigt dans 20, dans 30 ans, parce qu'on n'aura pas pris les réformes qu'il fallait. Alors, si une majorité des gens n'ont pas compris l'intérêt et le côté urgent et indispensable de cette retraite, est-ce que ce n'est pas aussi une erreur du gouvernement de ne pas avoir réussi à faire passer ce message au plus grand nombre? Sur le papier, la réforme devait passer. Les LR avaient fait campagne présidentielle pour un âge de départ à 65 ans. Il y avait avec eux normalement une majorité assez large. Au final, ça se retrouve bloqué. Et puis l'opinion publique n'a pas évolué non plus sur la question. Oui, enfin... Sachant que nous avions aussi un président de la République qui l'avait annoncé, cette réforme, durant sa campagne. Il avait même parlé de 65 ans à l'époque, si vous vous en souvenez. Elle avait déjà été tentée d'être votée sur le quinquennat précédent, puis interrompue par la crise du Covid. Bon, voilà, je vois très bien vers quoi vous voulez m'amener aussi. Il y a sûrement eu des erreurs de communication. Et puis encore une fois, on est dans un contexte particulier. Voilà, l'inflation, les questions de pouvoir d'achat. Bon, et on peut se poser la question, est-ce que c'était le bon moment pour la faire aussi, cette réforme? Voilà. Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, mais quand est-ce qu'il faut la faire, quoi? Le temps presse maintenant, parce qu'effectivement, on fait face à des déficits. À un moment donné, on va être, au niveau européen, on va être regardé quand même de très près, parce qu'on a des finances publiques qui sont préoccupantes.
Alors, puisque vous voyez où je veux en venir, je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il est comme vous, élu en Isère. C'est Olivier Véran, qui est aussi porte-parole du gouvernement en ce moment. C'était une intervention sur France Info en janvier dernier. Et là, le chiffre est impressionnant. Brut ou net. Ça concerne, quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, et donc c'est pas un risque mais une chance, 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Alors, que ce soit du brut ou du net, c'est alléchant, hein. Ça claque comme un slogan publicitaire. 2 millions de retraités actuels verront leur pension au moins monter à 1 200 €. Sauf que les députés de la NUPES, et notamment ceux du PS, ont contesté ce chiffre. Et après de nombreuses polémiques, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fini par leur donner raison, estimant que finalement seulement 250 000 retraités actuels bénéficieront de cette mesure, et puis 10 à 20 000 nouveaux retraités chaque année, au lieu des 200 000 qui avaient été également annoncés. On ne va pas faire injure au porte-parole du gouvernement de mal maîtriser ces sujets. Là, il était clairement dans de la communication. Il a menti pour essayer de faire passer la pilule. Il y a une chose sur laquelle il a raison moins, c'est que globalement, même avec cette réforme, je pense que tous les retraités verront, alors sûrement à des vitesses différentes, leur pension augmenter. Sur l'histoire des 1200... Mais ce n'est pas la même chose que de laisser miroiter à 2 millions de personnes une retraite qui monterait à 1 200 €. J'ai repris effectivement, il y a eu un peu ambiguïté, effectivement, autour de ce chiffre de 1200. Hein. Bon, écoutez, bon, peut-être qu'il a été pris dans un certain élan. À un moment donné, il avait peut-être des chiffres aussi qui n'étaient pas exacts. Moi, j'ai ressorti le dossier de presse au moment où la réforme a été lancée en janvier. Effectivement, le minimum de retraite à 1 200 € pour toutes celles et ceux qui avaient fait une carrière complète au SMIC avait été annoncé et c'est ce qu'il y a dans cette loi. Hein. Je pense qu'effectivement, c'était dans le dossier. Mais là, Olivier Véran, il est dans un exercice de communication. Il est porte-parole du gouvernement. Il essaye de faire passer des messages. Je parlais de slogan publicitaire, c'est peut-être un peu exagéré, mais d'embellir le package pour que ça puisse passer. Il sait très bien que ce n'est pas la réalité, mais il le fait quand même. Écoutez, on l'a vu, voilà, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt que durant cette phase, durant cette longue séquence, il y a eu quelques couacs, effectivement, en termes d'annonces. Bon, quand on laisse en tout cas l'impression de mentir ou de ne pas dire la vérité aux Français sur des sujets aussi importants, ça génère forcément de la défiance et ça alimente les contestations. Le gouvernement est aussi peut-être un peu responsable de ce qui s'est passé ces dernières semaines, justement en n'étant pas très clair sur ce sujet. Mais tous les citoyens que j'ai pu rencontrer m'en ont parlé. Effectivement, on fait ce constat-là. Nous-mêmes aussi, parlementaires, vous savez, chaque semaine, nous avons des réunions de groupe. Nous rencontrons chaque semaine des ministres et on a eu l'occasion de leur faire remonter ce type de questions, d'interrogations, de quelques couacs, effectivement, en termes d'annonce. Moi, je me souviens, personnellement, j'ai posé la question, une bonne fois pour toutes, le minimum de retraite à 1 200 € s'adresse pour qui ? Bon, voilà. On a eu des réponses, effectivement, de manière très graduelle. Et j'en conviens que ça a un peu, à ce niveau-là, ça a flotté. Voilà, on ne va pas se mentir. Bon, il y avait du monde, en tout cas, dans les manifestations ces dernières semaines. C'était un des sujets, entre autres, qui cristallisait un peu la contestation. Ils étaient encore 7 500 à Grenoble, selon la police, 19 000 selon les syndicats ce mercredi. C'était avant le 49-3. Est-ce que le gouvernement, c'était la 8e manifestation, est-ce que le gouvernement peut continuer à ignorer cette mobilisation ? On ne l'ignore pas, on la regarde, on l'écoute, on essaye aussi de corriger, parce qu'entre le projet de loi qui a été déposé au début et celui que nous avons voté au Sénat, et suite aux conclusions de la CMP, il y a eu beaucoup d'évolutions. Notamment proposé par des Républicains. Entre autres, et puis aussi par les parlementaires de la majorité présidentielle, sur l'index senior, sur le contrat senior, sur la surcote à partir de 63 ans pour les femmes, sur les pompiers volontaires aussi, avec l'attribution d'un trimestre pour 10 années d'engagement. Voilà, donc le texte a beaucoup évolué. Mais je vais quand même dire aussi que dans une démocratie,
c'est le Parlement qui fait la loi, c'est pas la rue. Et il faut aussi être capable d'assumer d'être impopulaire. Sinon, très franchement, on ne réforme jamais le pays et puis on renvoie aux générations futures tous les problèmes. Hein, vous pourriez me reprendre sur d'autres sujets, sur l'inaction climatique, hein, sur lequel on pourrait faire beaucoup de reproches à nos prédécesseurs. Bon, là, c'est un sujet sur lequel on souhaite le prendre à bras-le-corps. Et il est temps maintenant, effectivement, de le voter, de le mettre en application. Bon, je pourrais vous reprendre aussi sur le Parlement qui fait la loi, je suis d'accord avec vous, mais là, pour le coup, avec le 49.3, ça peut se discuter. Vous pensez que J'ouvre une parenthèse parce que vous parlez du 49.3 où on nous le reproche, et notamment les actuelles oppositions. Mais qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait Il a été utilisé bien avant vous, ça c'est clair. Non, mais actuellement, si l'Assemblée nationale n'a pas été capable de voter en première lecture le projet de loi, c'est parce que les oppositions, notamment la NUPES, ont utilisé tous les outils possibles pour faire de l'obstruction. Notamment. Oui, rappel au règlement sur n'importe quoi, des amendements qui n'avaient rien à voir avec le texte de loi, l'utilisation abusive. Ils étaient là pour pourrir le débat, on va dire. Pour pourrir le débat. Pour parler clairement. Voilà. Et là, on ne parle pas de déni de démocratie. Bon, voilà, je voulais faire quand même le parallèle entre les deux choses. Vous pensez que les manifestants vont lâcher l'affaire ? Comment vous voyez évoluer ce mouvement social ? Il y avait encore ce jeudi un rassemblement devant la préfecture de Grenoble qui peut s'expliquer. Hein, déjà, les leaders syndicaux avaient dit si c'est une adoption par le 49.3, ça se passera mal, etc. Donc l'opinion était préparée à cela, effectivement, à réagir. Je vois bien. Bon, à la sortie, qu'est-ce qui est essentiel, hein, c'est le contenu de la loi, hein, qu'elle soit adoptée effectivement par vote ou par 49.3. Bon, je pense que le citoyen lambda, quelque part, je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup d'importance. Hein. Lui, ce qui compte, c'est de quoi il va bénéficier dans les prochaines années, à quel âge il va partir à la retraite et dans quelles conditions. Bon, maintenant, il va y avoir dans les prochains jours sûrement le dépôt d'une motion de censure qui, je pense, ne sera pas votée. Et puis après, il faut bien que la vie continue. Il y a d'autres réformes qui nous attendent aussi. Hein. Alors, notamment celle relative au travail, sur laquelle j'accorde beaucoup d'importance, qui pourra peut-être permettre aussi de décrisper un certain nombre d'autres sujets. On n'aura peut-être plus la possibilité d'utiliser le 49.3 parce que c'est réglementé aussi. Effectivement, une fois par session, hors les textes financiers. Vous parliez du fond, effectivement, 49.3 au vote à l'Assemblée, du moment où la loi est acceptée, elle s'applique et ça ne change rien ensuite dans son application. Ça peut changer quand même la nature du mouvement social. On l'a vu hier soir un peu partout en France et même à Grenoble, des rassemblements spontanés, beaucoup moins bon enfant que ce qu'on avait pu connaître dans les semaines précédentes. Est-ce que ça ne va pas mettre le feu aux poudres, justement, l'utilisation de ce 49.3 ? Oui, rassemblement spontané, je corrigerai un peu. Autant j'attache beaucoup d'importance, effectivement, aux différents rassemblements, manifestations qui sont... En tout cas, s'il n'y avait pas eu le 49.3, ces rassemblements n'auraient pas eu lieu hier soir. Oui, mais enfin, bien préparés, bien organisés par certains appareils, etc. Bon, voilà. On connaît à Grenoble, il y a une tendance un peu anarchiste aussi qui existe, qui aime bien un petit peu se laisser aller. S'exprimer. Regardons ça... sereinement, attentivement, durant les prochains jours. En tout cas, moi, je souhaite, par contre, effectivement, parce que, c'est peut-être tout à l'heure, vous me parliez si j'étais satisfait de mon engagement auprès d'Emmanuel Macron. J'ai peut-être des regrets aussi. Hein. C'est, par exemple, que le mouvement social n'a peut-être pas été suffisamment écouté. Je suis un social-démocrate, social-réformiste, donc j'attache beaucoup d'importance à des relations avec des syndicats réformistes, et je souhaite effectivement que ce dialogue soit renoué, et qu'on puisse co-construire une démocratie sociale. Non, je parlais du durcissement, en tout cas, de ce qu'on a pu voir ces dernières heures. Il y a un précédent, les Gilets jaunes, c'est finalement la violence du mouvement qui a fait reculer le gouvernement il y a 2 ans. Est-ce que... ce mouvement aujourd'hui qui a du mal à se faire entendre ne va pas dériver justement vers cette tendance ? Le mouvement Gilets jaunes était d'abord pas dans les mêmes conditions que l'actuel. Il était moins nombreux. Il était moins nombreux, mais plus violent. Et c'est ça qui a fonctionné. Parce qu'il est organisé, peut-être plus spontané aussi sur diverses formes. Il n'a pas forcément fait reculer le gouvernement. Il
il a interpellé le gouvernement et les parlementaires sur un certain nombre de sujets sur lesquels on a apporté quelques réponses. La taxe carbone, effectivement. Elle a été retirée. La ouais. revendication principale. Là, la revendication principale, c'est les 64 ans qui cristallisent, on va dire. Moi, je veux bien qu'effectivement, on recule une nouvelle fois sur ce sujet de la retraite. Après, il faut m'expliquer comment on fait. Voilà. Ou alors, effectivement, on recule le problème et puis nos successeurs, dans 10, dans 20 ans, auront à prendre des décisions certainement beaucoup plus douloureuses, sur le plan financier notamment. Alors, j'ai peut-être de cotisations, d'impôts. J'ai peut-être quelqu'un qui va vous donner une piste à suivre. Je ne sais pas si vous la suivrez. En tout cas, la semaine dernière, on recevait Émilie Marche, qui est conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes et coordinatrice de la France Insoumise en Isère. Je lui ai demandé de vous poser une question. C'est la règle dans cette émission. Évidemment, sa question porte sur la réforme des retraites. On l'écoute. Bonjour, monsieur le sénateur. Moi, j'ai une question à vous poser. Alors, sans vous étonner, elle sera sur les retraites. Voilà, on vous a beaucoup entendu dire, les différents parlementaires et les ministres macronistes, que, en fait, si vous justifiez cette réforme des retraites en disant que il y a actuellement moins d'actifs qu'auparavant, par exemple, dans les années 80. Alors, certes, mais en même temps, comme vous aimez bien le en même temps, mais par exemple, là, ce que vous oubliez de dire, c'est que dans les années 80, en fait, un travailleur produisait 25 000 euros de richesse. Maintenant, il en produit 80 000. Donc, c'est un gain de productivité multiplié par 3,2. Où est passé ce gain de productivité, Comme je l'ai dit pendant l'émission, elle n'est pas passée dans les salaires ni dans les pensions, donc elle est passée dans le capital et dans le dividende, notamment des actionnaires. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce gain de productivité, revenir à une valeur capital-travail qui était dans les années 80 ? Il me semble que dans les années 80, voilà, les chefs d'entreprise vivaient bien. Ils n'étaient pas non plus étranglés par ce niveau de système de répartition des richesses. Donc pourquoi refuser d'entendre et d'entamer la réflexion et de prendre cette proposition pour financer notre régime de retraite et aussi, vu l'argent que ça fait, plus de politique sociale. Alors, Didier Rambaud, c'est une autre piste que propose Émilie Marche, mais la gauche en général sur cette réforme des retraites, c'est d'aller chercher non pas l'argent dans la caisse de ceux qui cotisent, mais chez les plus riches, qui, si on en croit Émilie Marche, ont vu leur profit augmenter considérablement ces derniers temps. D'abord, dans l'introduction de sa question, elle reconnaît qu'effectivement, le rapport entre les actifs et le retraité n'est plus le même aujourd'hui qu'avant. Donc, quelque part, implicitement, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Mais elle n'a pas la même solution. Mais elle n'a pas effectivement la même solution. J'ai envie de lui dire rendez-vous dans quelques semaines, avec notamment cette loi travail. On va aborder la question du partage de la valeur, du dividende salarié, effectivement, de faire en sorte que lorsque dans une entreprise, on est capable de distribuer des dividendes, eh bien que les salariés en soient aussi bénéficiaires. Bon, j'aime bien le sujet, taxer les plus riches, etc. Effectivement, le grand sort fiscal, on peut se faire plaisir. Tant qu'il n'y aura pas une harmonisation fiscale, je dirais, à l'échelle mondiale, on pourra difficilement y arriver. Parce que si en France, où je rappelle, nous sommes le pays européen où nous avons le plus de prélèvements obligatoires. Donc si on veut faire fuir, effectivement, les plus riches, créer des exilés fiscaux qui aillent se réfugier dans les paradis fiscaux, sur lesquels il faut apporter effectivement aussi des réponses. On n'a qu'à faire comme cela, mais il n'y aura aucune retombée pour notre pays. Moi, je crois beaucoup à une harmonisation fiscale à l'échelle mondiale. Ça commence d'ailleurs un peu à bouger au niveau de l'OCDE, avec notamment l'impôt de 15% sur les multinationales, à l'image de tous les pays de l'OCDE. On voit aussi sur la fiscalité des géants du numérique, grâce à la France d'ailleurs, ça bouge un petit peu. Sûrement pas suffisamment, donc il y a des opportunités de rentrée fiscale. Il y a aussi le sujet de la fraude. La fraude fiscale, j'y travaille, notamment au sein de la Commission des finances, avec le ministre Gabriel Attal. Fraude fiscale, la fraude à la TVA. Effectivement, il y a des milliards à récupérer. Le risque d'exil fiscal, c'était l'argument d'Emmanuel Macron pour justifier la suppression de l'impôt sur la fortune. Émilie Marche faisait allusion aux années 80. C'était le gouvernement, c'était Mitterrand et le gouvernement Mauroy qui avaient créé à l'époque l'impôt sur les grandes fortunes, justement pour aller chercher des ressources chez les plus riches.
Dans un rapport de France Stratégie qui a été publié en octobre 2021, la suppression de l'ISF n'a entraîné aucun effet positif mesurable sur l'économie, à part simplement l'augmentation conséquente des dividendes des entreprises, plus de 9 millions d'euros. C'est à peu près... Moi, je constate quand même qu'il y a un retour d'investisseurs de l'étranger dans notre pays. On l'a vu quand même ces dernières années. C'est pas d'ailleurs... Je ne suis pas un spécialiste, mais... C'est pas anodin d'ailleurs que le taux de chômage baisse beaucoup en France. On devrait d'ailleurs s'en réjouir. Personne n'en parle. Ça paraît quelque chose maintenant de presque normal, alors que moi, durant toute ma vie publique, la question centrale, c'était le chômage. Voilà. On n'en parle plus aujourd'hui. C'est que c'est plus de problème. Voilà, donc c'est plus le même problème. Je rappelle aussi l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. On a baissé le taux. Alors bien sûr, on a hurlé, mais paradoxalement, aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés rapporte beaucoup plus avec un taux de 20% qu'avec celui de 20 que lorsqu'il était à 28%. Parce qu'elles font plus de bénéfices et plus de chiffre d'affaires. Et oui, et voilà, l'assiette est beaucoup plus large, donc ça mérite aussi des interrogations. Oui, mais c'est vrai que je prenais ce chiffre de 10 milliards, parce que c'est à peu près aujourd'hui ce que va gagner l'État en passant l'âge de retraite de 62 à 64 ans. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Il y a des estimations différentes, mais on peut partir là-dessus. C'est aussi, selon ce rapport, ce que les entreprises, les dividendes, en tout cas versés aux actionnaires, ont cumulé sur une année. Et puis, un autre rapport d'Oxfam qui estime que de mars 2020 à octobre 2021, la richesse des grandes fortunes françaises a bondi de 86%, soit un gain de 236 milliards d'euros. On pourrait financer la réforme des retraites pendant 20 ans avec cette somme. C'est vrai que pour le français de base, dont je fais partie, ces chiffres sont difficiles à accepter. Oui, accepter. Ça peut même presque indécent. Quand je vois encore, j'écoutais ce matin que le président de Total allait bientôt faire voter par son conseil d'administration une augmentation de sa rémunération de plus de 10%. Oui, je trouve même que c'est scandaleux. Bon, en matière de fiscalité, on a encore un très gros travail à faire. Moi, ce que je ne veux pas non plus, c'est faire fuir tout le monde de notre pays. Mais est-ce que vous avez vu ces millionnaires, plus de 200 millionnaires, qui ont adressé une lettre ouverte en janvier aux demandant à être dirigeants, taxés davantage. Demandant à être taxés davantage. Ils ne vont pas fuir cela si vous montez les impôts. Et si tous les pays sont d'accord, si on a le même niveau d'harmonisation fiscale et de taxation, effectivement, je pense qu'on peut y aller. Mais si d'autres pays ne le font pas, c'était le problème de la fiscalité du numérique, des fameux GAFAM, Google, etc., Amazon, où l'Irlande les accueillait. Ils allaient tous se mettre leur siège social en Irlande parce qu'effectivement, ils ne payaient pas d'impôts. Donc il faut arriver d'abord au niveau européen et ensuite au niveau mondial à essayer de trouver les mêmes règles du jeu. Mais on a un peu le même discours sur les mesures climatiques et finalement, on se rend compte qu'en attendant que l'autre fasse mieux ou fasse plus, etc., ça avance pas. Essayons d'avancer, voilà. Il y a une prise de conscience, je pense. Effectivement, l'appel national, mondial, je veux dire, de ces entreprises demandant à être taxées, je trouve ça très, très, très intéressant, effectivement. Quand je vois aussi que même le président Bush aux États-Unis, là-dessus, commence à être beaucoup plus véhément. Voilà des pistes de travail intéressantes vers quoi qui peuvent nous aider. Remettre l'ISF, ça peut être un axe de travail là pour le gouvernement, justement peut-être pour faire passer plus facilement les efforts qui sont demandés aux Français. Je suis pas sûr. Pas à l'ordre du jour. Bon, d'abord, l'ISF rapportait entre 3,5 de mémoire et 4 milliards d'euros. Donc, ça ne va pas régler. Oui, mais c'est 50%. Je reconnais. 50% de cette réforme des retraites. Et puis, la symbolique compte beaucoup. Les efforts sont partagés. Mais très franchement, je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour pour l'instant. Bon, en tout cas, ce qui va être à l'ordre du jour, c'est la motion de censure. Vous l'avez évoqué. Elle sera discutée en début de semaine à l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore quelle forme prendront ou pas ces motions de censure, s'il y en aura plusieurs. Vous le disiez, il n'y a pas de risque que le gouvernement soit mis en minorité sur cette motion de censure. Écoutez, je ne prends pas de risque à m'avancer. La vie politique visiblement, est pleine de surprises. Bon, voilà, on n'est pas à l'abri de surprises. On l'a vu ces derniers jours. Bon, visiblement, sur ce que j'entends, une formation politique, notamment les Républicains, n'a pas l'intention de voter de cette motion de censure. Donc, mais ils avaient l'intention de voter aussi votre texte. Et puis finalement... Oui, mais bon... Écoutez, nous verrons. Bon.
Il y a des motions de censure au Sénat, parce qu'on parle là de l'Assemblée nationale, mais non, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas, vous, les sénateurs, sanctionner un gouvernement si vous estimez que... Ce n'est pas dans la Constitution. Le seul pouvoir que l'on a, c'est de ne pas voter, de voter contre un projet gouvernemental. Et le 49.3 existe au Sénat également ? Non, il n'existe pas. Dans le cas de figure où les sénateurs auraient voté contre cette réforme des retraites, qu'est-ce qui serait passé finalement ? Eh bien, il y aurait eu... D'abord, la CMP se serait quand même réunie. Et c'est les députés qui auraient le dernier mot ? Alors d'abord, il y aurait eu un texte CMP, conclusif ou pas. S'il était conclusif, ça repartait devant chaque chambre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Je rappelle, le Sénat, nous avons déjà voté 2 fois en première lecture. Et après, on a voté le texte de la CMP. Et effectivement, vous avez raison. Si effectivement le Sénat votait à nouveau contre, c'est l'Assemblée nationale qui aurait eu le dernier mot. Est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir poursuivre les réformes? Vous évoquiez effectivement d'autres projets à venir dans les mois et les années de son mandat. Quand la première grosse réforme crée autant de tensions, ça peut compliquer la suite? Ça ne simplifie pas les choses, mais c'est pour ça qu'il fallait peut-être la faire aussi tout de suite, parce que sinon, elle n'aurait jamais été faite. On sait très bien que plus on avance dans le mandat, moins on a la capacité à faire des réformes. Bon, il est quand même encore élu pour 4 ans, donc je pense qu'en 4 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour faire avancer notre pays, pour continuer à le réformer sur différents sujets, l'éducation, la santé, l'écologie, les institutions, etc. quoi. Justement, les institutions, c'est a priori une des prochaines réformes dans les tuyaux du gouvernement. Pourquoi faire réformer les institutions ? Alors, réformer jusqu'à un certain niveau. Je pense que quand même la Constitution de la Ve République, moi je considère qu'elle est... Il ne faut pas trop la toucher. Vous n'êtes pas une 6e République, vous ? Non. Elle a moins d'avantages, c'est qu'elle crée de la stabilité dans les institutions. Aujourd'hui, on sait, notre société est fracturée, ça bouge beaucoup. Mais quand vous avez des institutions qui sont stables, ça compte, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'une insurrection peut donner. Donc, je pense que la nature du régime présidentiel ne changera pas. Par contre, c'est vrai qu'on a besoin un petit peu peut-être de plus de respiration démocratique. Peut-être que il faudra revenir peut-être sur le quinquennat. Je pense qu'avec le recul, on peut se demander si ça a été une bonne solution, parce qu'on voit qu'aujourd'hui... Donc rallonger la durée du mandat présidentiel ? Je serais peut-être pour le retour au septennat, mais non renouvelable, c'est-à-dire une fois, et ce qui permettrait au mieux d'avoir une élection législative. Donc de permettre un petit peu d'avoir, ce que j'ai envie de dire, une respiration démocratique, de décaler effectivement l'élection de l'Assemblée nationale de celle du président de la République. Je crois que c'est une piste sur laquelle il faut travailler. Il y a l'idée aussi toujours un petit peu éternelle d'introduction de la proportionnelle au Parlement. C'était une promesse d'Emmanuel Macron dans sa campagne. Il aurait pu le mettre en place. Oui, mais pour réaliser cette réforme, il faut l'accord des chambres. Donc, c'est une réforme constitutionnelle. Donc, il y a un certain nombre de verrous à lever. Puis, quelque part, j'avais dit... Est-ce qu'il a vraiment essayé ? Et puis, quelque part, la proportionnelle, j'ai envie de dire, on l'a presque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisqu'il me semble que toutes les familles politiques sont représentées. Vous parliez de décorréler, entre guillemets, l'élection présidentielle de l'élection législative, ce qui était effectivement le cas dans les années 90 avec les cohabitations qu'on a pu connaître sous Mitterrand ou sous Chirac. Est-ce qu'il n'y a pas également des réformes un peu plus structurelles dans le fonctionnement de l'État ? On parlait éventuellement de supprimer le poste de Premier ministre. Moi, sur ce que je crois savoir, il se trouve que le Sénat va apporter sa contribution à cette future réforme des institutions et de la décentralisation. Il y a un groupe de travail sous la présidence de Larcher, président du Sénat, qui s'est constitué. J'en fais partie d'ailleurs, puisque j'ai été désigné par mon groupe pour y travailler. L'hypothèse de suppression du Premier ministre ne me paraît pas la mesure la plus indispensable et la plus urgente. Je pense qu'il y a besoin, toujours, me semble-t-il, entre le président de la République et l'Assemblée nationale, d'avoir quand même un gouvernement et donc piloté par un Premier ministre.
Alors, il y a une des pistes évoquées qui, à mon avis, aura plus d'écho auprès des sénateurs notamment, c'est supprimer la règle du non-cumul des mandats. Aujourd'hui, on ne peut pas être député et maire de Grenoble, par exemple. Il y a quelques années, sous Michel Destaut, le maire de Grenoble, il était également député et siégeait à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quelque chose qui paraît un peu plus réaliste sur cette réforme des institutions. Alors, pour rien En vous tout cas, dire, c'est dans l'air du temps. elle est un peu poussée au niveau du Sénat, je ne vous le cache pas. J'avais compris. Alors, Frédérique Puissat, qui est votre collègue isérois au Sénat, membre des LR, nous disait clairement sur ce plateau il y a quelques semaines qu'elle était favorable au cumul des mandats. eh ben, je vais vous faire un aveu. Effectivement, le jour où j'ai été élu sénateur, donc j'étais obligé de démissionner de mon mandat de maire du Grand Lens. Ça m'a fait mal, quelque part, voilà, surtout en cours de mandat, entre guillemets, d'abandonner mon équipe municipale. Et puis je trouvais qu'effectivement, sénateur-maire, c'était bien complémentaire, un beau mandat. Et avec le recul maintenant, après 5 années de sénateur, je ne suis pas favorable à un retour au cumul des mandats. Je considère qu'aujourd'hui, être parlementaire, c'est une fonction à plein temps. Et je prends pour exemple la séquence que l'on vient de vivre au Sénat. 105 heures de débat. J'ai fait partie, moi, je dirais, des 60 sénateurs sur les 350 qui ont pratiquement assisté à l'ensemble du débat. Allez, je dirais, j'ai dû suivre 80 heures sur 110 heures, à peu près. Mais si j'avais un autre mandat dans un exécutif local, je n'aurais pas assisté à autant d'heures de débat. Je n'aurais pas été aussi acteur, moteur dans cette réforme. Donc, voilà, donc il y a un effet un petit peu pervers. Je pense que voilà, il faut une très grande disponibilité pour être parlementaire. Donc, avec le recul, maintenant, j'ai envie de vous dire non, je ne suis pas favorable à un cumul parlementaire et un exécutif local. Par contre, oui, avoir un mandat local, conseiller municipal, peut-être jusqu'à adjoint au maire. Mais c'est le cas aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas être dans un exécutif local. Vous ne pouvez pas être adjoint. Ah, on ne peut pas être adjoint, mais on peut être conseiller municipal. Voilà, conseiller municipal ou conseiller départemental. Mais pas vice-président d'un département ou adjoint au maire. Ça, oui, on pourrait peut-être aller jusque-là. Mais parlementaire et maire, voilà, très franchement, vous ne pouvez pas faire l'un et l'autre en même temps, pour le coup. Bon, en tout cas, on verra si cette proposition est retenue et mise en débat. Elle risque aussi de peut-être d'émouvoir un petit peu la population, puisque le cumul des mandats, c'était aussi un peu un symbole assez fort pour l'opinion publique. Dans l'actualité iséroise, puisque là, on a beaucoup parlé du national, et c'est normal, vous êtes sénateur, mais vous êtes aussi, vous l'avez rappelé, un élu de terrain, vous avez été maire, vous avez été conseiller départemental de l'Isère, donc j'imagine que vous regardez aussi ce qui se passe sur votre territoire, et ces derniers jours, ça a tangué aussi à la mairie de Grenoble. Alors, c'était pas aussi fort qu'à l'Assemblée nationale, mais lundi, le conseil municipal de Grenoble, on les voit là, a voté en faveur de la hausse de 25% de la taxe foncière, malgré les réticences de 7 élus de la majorité d'Éric Piolle, qui ont néanmoins été solidaires ou responsables, comme vous le disiez tout à l'heure, de cette augmentation en votant en conseil municipal avec la majorité. Il y a plus de discipline finalement chez Éric Piolle et les écologistes qu'aux Républicains. Pour justifier cette hausse, la mairie a évoqué l'inflation, mais aussi l'État, le gouvernement qui ne soutiendrait pas assez les collectivités. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Il a raison, Éric Piolle Alors d'abord, j'étais maire, donc en général, je m'abstenais toujours de commenter un petit peu la gestion des collègues, des autres. Vous n'êtes plus maire. Oui, voilà. C'est un peu facile de justifier une augmentation qui va faire plus à Grenoble. C'est 25%, plus 7%, puisque les valeurs locatives de nos taxes foncières vont augmenter de 7%. Donc les Grenoblois vont se retrouver avec une augmentation de 30%. Ce sera a priori la ville une des plus chères de France. Taxée en termes de pression foncière. En une seule fois, ça me paraît quand même excessif. C'est un peu facile aussi de reprocher, c'est à cause de l'État, c'est à cause du département, voire de la région, voire du SMAG, comme j'ai pu l'entendre. Bon,
peut-être qu'il y a peut-être un manque d'anticipation, quoi. Je veux dire, j'ai été amené, moi, comme maire, à augmenter mes impôts locaux, mais j'ai essayé de le faire de manière progressive, de ne pas dépasser, aller au-delà de l'inflation. Bon, visiblement, là, il y a un travail qui n'a pas été fait, quoi. Je veux dire, il y a des réformes de structure sûrement engagées au sein de la ville de Grenoble. Il y a beaucoup d'employés. Il y a sûrement un petit peu ici ou là ce que j'appellerais de la mauvaise graisse. Il faut avoir le courage de faire ce travail avant de reprocher aux autres pourquoi on décide d'augmenter ces impôts locaux. Mais c'est effectivement très excessif. Ouais, la dernière augmentation datait de 2009. Et Éric Piolle avait promis en 2014 qu'il n'augmenterait pas. Il a tenu sa promesse. Là, on est sur son deuxième mandat et ça avait été moins clair sur son programme de 2020. Éric Piolle qui en veut à l'État pour d'autres raisons, puisqu'il a attaqué il y a quelques jours en justice l'État contre le plan de protection de l'atmosphère. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il saisit les tribunaux sur ce type de sujet. Alors ça peut paraître excessif, mais est-ce qu'il ne faut pas parfois pousser le curseur très loin quand on estime que des sujets comme l'urgence climatique en valent la peine ? L'urgence climatique, c'est quelque chose de très important. L'État français a été condamné. Alors, pas pour l'action de 2015 à 2018. Oui, donc voilà, une partie quand même qui incombe aussi à d'autres gouvernements. On leur reprochait de ne pas respecter les accords de Paris. Oui, mais c'est paradoxal. Puis après, quand on vote des lois, genre climat et résilience, quand on décide à un moment donné de créer une taxe carbone et autres, qui ont quand même pour objectif justement de contribuer à lutter contre le dérèglement climatique, on a moins d'allant, on est moins véhément. Bon. Ce qui nous amène peut-être à des sujets comme la ZFE aussi, où là, effectivement, ne pas oublier que c'est d'abord un sujet de santé publique, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes qui meurent par an à cause de la pollution et de l'émission de particules fines. Il y a une loi qui a été votée depuis quelque temps maintenant, donc on attend toujours le dernier moment pour les appliquer. Écoutez, voilà, là aussi il faudra faire. Alors je sais aussi que quand on mène des actions pour le climat, ça aussi une contrepartie, ça va à l'encontre aussi du pouvoir d'achat des catégories les plus populaires, les plus modestes, les classes moyennes. Donc il y a cet équilibre aussi à trouver, prendre des mesures graduées dans le temps, expliquer aussi, pas attendre encore une fois, pas attendre le dernier moment, faire preuve de pédagogie. Cette ZFE, justement, elle doit se mettre en place le 1er juillet sur l'agglomération grenobloise, Grenoble et puis 13 communes de la métropole. La clé de cette loi, c'est le financement. En fait, les voitures les plus polluantes n'auront plus le droit de rouler. Donc, il faut permettre à ceux qui en sont les propriétaires de changer de véhicule. Vous le disiez vous-même, c'est souvent les catégories les plus défavorisées, ceux qui ont le moins d'argent, qui ont des vieux véhicules depuis 20 ans ou 25 ans. Et aujourd'hui, si on ne les aide pas à changer de véhicule, ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés de continuer à les utiliser, même si la loi les empêche. Les collectivités renvoient la patate chaude à l'État en disant que elles n'ont pas les moyens financiers pour aider de façon significative ces petits propriétaires à remplacer leurs véhicules par des véhicules propres, des voitures électriques. Du côté de l'État, il n'y a pas non plus d'aide très significative. Ça tourne autour de 2 500 €. Une voiture électrique, c'est 15 000. Le delta est important. L'État est important, même si, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a quand même des dispositifs, les aides à la reconversion. Alors, il y a aussi ce nouveau dispositif qu'on attend de location de véhicules, formule leasing, 100 € par mois pour le véhicule électrique. On l'attend, comme vous dites. C'est le 1er juillet, normalement, la ZFE. Oui. Il ne faudrait pas qu'il traîne trop. Il faut essayer de trouver un peu... Je crois que ce n'est pas prévu avant l'année prochaine. Dans la concordance des temps. J'ouvre une petite parenthèse. Moi, j'aime bien quand collectivités locales, particuliers, entreprises disent qu'on n'a pas les moyens, demandent à l'État de faire, mais il faudra bien qu'on ait un vrai débat dans ce pays un jour sur l'état de nos finances publiques quand même. On a quand même un endettement excessif, on a on a 2 records d'Europe, le niveau des prélèvements obligatoires, donc on est le pays où on paye le plus d'impôts, on nous prélève le plus de taxes et de cotisations, et on est aussi un pays où on a un taux de dépenses publiques très élevé par rapport au produit intérieur brut. Voilà, donc on ne va pas pouvoir éternellement penser que l'État peut apporter toutes les réponses. Non, mais
sur ce point précis de la ZFE, il faudra bien trouver des réponses rapidement. Vous êtes originaire d'un territoire rural, donc le Grand Lens, pour ne pas le citer, vous étiez maire de cette commune. J'imagine que vos habitants, certains se déplacent à Grenoble, ne serait-ce que pour des rendez-vous médicaux, etc. Et que parmi vos habitants, il y en a qui ont des voitures. Et les artisans notamment, avec ce qu'on appelle les fameuses petites camionnettes blanches, qui aujourd'hui sont pour la plupart polluantes. Et qui n'auront plus le droit de circuler si on applique la loi au 1er juillet, dans quelques mois. Il y a une transition assumée, voilà, donc il faut... Et qu'est-ce que vous leur dites à vos concitoyens qui viennent vous voir en disant, moi, j'ai pas même si on m'aide, j'ai pas 10 000 euros pour acheter une voiture électrique, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, mais on m'interdit de l'utiliser sur l'agglomération grenobloise à partir du 1er juillet. C'est quoi la les collectivités locales peuvent aussi apporter peuvent essayer d'apporter des réponses. Je regrette qu'on ait tardé à annoncer d'abord on attend toujours un peu le dernier moment. D'être contre le mur. D'être contre le mur et de réagir, c'est toujours dommage. Mais vous n'avez pas de réponse concrète à leur apporter aujourd'hui, alors que l'échéance est dans quelques mois pour ces gens. Effectivement. Puisqu'on parle de déplacement, Emmanuel Macron a annoncé fin novembre sur YouTube, c'était assez surprenant, un grand plan pour favoriser le développement des RER métropolitains dans les grandes agglomérations françaises, 10 métropoles, on le voit là sur ces images. Parmi ces 10 métropoles, il était censé y avoir Grenoble. Suite à cette annonce, on n'a pas eu beaucoup d'autres éléments. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la mise en place de ce grand plan de RER métropolitain? En tout cas, je considère que pour notre région, pour notre département, c'est sûrement le dossier structurant le plus important pour les 30 prochaines années, qui ne concerne pas seulement l'agglomération grenobloise, parce que quand on aura une amélioration de la desserte ferroviaire dans ce qu'on appelle la RUG, la région urbaine de Grenoble, tout le monde va en profiter, notamment de l'axe avec cette voie ferrée entre Lyon et Grenoble, plus celle du sillon alpin, je dirais, de Chambéry jusqu'à Valence. Donc c'est un vrai dossier important qui est estimé à peu près 1 milliard d'euros. Je pense que le président de la République a planté le décor, a annoncé un cadre. Cette semaine, j'étais au Sénat, on auditionnait le président du comité des orientations et infrastructures, David Valence, qui a confirmé que les RER métropolitains étaient une priorité. Je pense que derrière, il va y avoir une loi pour savoir comment on organise, qui porte ces RER. On parle de la société prendre exemple sur la Société du Grand Paris. Et puis derrière, il y aura des financements à trouver, parce que l'équivalent des 10 RER métropolitains, c'est 100 milliards d'euros, sur lesquels l'État va apporter sa part, une part importante, et puis il y aura aussi celle des collectivités locales. Voilà, je crois que c'est l'affaire de quelques semaines, voire de quelques mois, pour qu'on ait un calendrier, des financements à mettre sur la table. Mais c'est le dossier sûrement le plus important, le dossier structurant le plus important pour les prochaines années. Plus important et plus prioritaire que le Lyon-Turin, par exemple, qui concerne aussi un peu notre région, où il y a là aussi des milliards d'euros qu'il faut mobiliser pour finir ce projet qui ressemble un petit peu à l'EPR de Flamanville, c'est-à-dire qu'on en parle depuis des décennies, les travaux ont commencé depuis des années, et puis on ne voit pas le bout du tunnel. Je pense que les deux sont complémentaires. Là, le Lyon-Turin, c'est un dossier international, je dirais, c'est un maillon depuis Lisbonne jusqu'à Kiev. C'est un dossier où il s'agit de remettre principalement les camions sur le rail. On sait, le tunnel aujourd'hui transfrontalier est en cours de travaux. Il faut régler effectivement la question des accès français à ce tunnel. Il va falloir trancher définitivement le scénario, grand gabarit, fret, vous savez. Et puis il va falloir aussi que la région Rhône-Alpes se décide, oui ou non, à ce qu'elle participe au financement de ce Lyon-Turin. Il y a des réticences, en tout cas. Oui, mais enfin, je pense qu'elle a en partie la réponse. Éric Piolle, lui, est autant favorable au RER métropolitain qu'il est opposé à ce projet de Lyon-Turin. Ce qui est paradoxal pour un écologiste, d'ailleurs. Voilà, effectivement, on lui posera la question. Parce qu'il s'agit effectivement de mettre moins de camions sur la route. Mettre les camions sur les rails, effectivement, pour alléger les axes routiers qui permettent de traverser les Alpes. Si je reparle d'Éric Piolle, c'est qu'on sait qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. C'est un des points communs qu'il a avec Emmanuel Macron, pas parce qu'il n'a pas le droit, mais parce qu'il a décidé en 2026 de ne pas se représenter en tant que maire de Grenoble. En tout cas, est-ce que c'est une ville prenable pour vous, pour les macronistes, pour Renaissance, Grenoble ?
En tout cas, on voit qu'il faut une alternative. On voit bien que le cycle Piolle est en train de se terminer. Hein. Bon, voilà, c'est pas un secret de polichinelle que dire qu'on sent Éric Piolle de plus en plus détaché de sa ville. Donc il y aura forcément la prochaine fois une opportunité à trouver. Moi, je crois beaucoup à une liste un petit peu de progressistes, hein, alors, dans laquelle sûrement les macronistes auront, comme vous dites, devront avoir leur place. Hein, voilà, c'est sûrement peut-être autour d'eux que devra se constituer. D'abord, il faudra élaborer un projet municipal. Hein, qu'est-ce qu'on veut sur Grenoble, qu'est-ce qu'on veut sur cette agglomération, et nous y prendrons toute notre part, c'est évident. Et puis il faut une tête de liste, c'est important pour une élection municipale. Quel est le meilleur candidat ou la meilleure candidate aujourd'hui pour mener un combat municipal à Grenoble? Bon, c'est prématuré de le dire. C'est dans 3 ans, ça doit commencer à trotter dans les têtes. Encore une fois, je vous dis, il faut d'abord définir un projet, être en capacité de rassembler les forces vives de ce territoire, les forces économiques, politiques, sociales, associatives. Voilà, il faut tout ça, mailler un petit peu tout ça, et je pense que naturellement, une tête de liste se dégagera. Olivier Véran ferait un bon candidat, vous savez, si c'est quelque chose qui l'intéresse. Il vit à Coran, juste à côté de Grenoble. Maintenant, il a pris une stature nationale qui lui donne une notoriété forcément sur tout le territoire. Je ne peux pas répondre à sa place. Je pense que vous lui poserez directement la... Je vous dis, est-ce qu'il ferait un bon candidat? Je ne vous ai pas demandé s'il voulait être candidat. Mais... oui, je pense que oui. Il a sûrement... Oui, il ferait partie. Il aurait le profil, oui. Son nom avait déjà été un petit peu c'est pour ça que envisagé il y a 3 ans. Pour la précédente élection en 2020. Mais bon, voilà. C'est peut-être pas ça le plus urgent pour l'instant. Bon, c'était finalement Émilie Chalas qui avait mené la liste de La République En Marche, puisque c'était le nom du parti à l'époque. Émilie Chalas qui vient de prendre la tête de Renaissance en Isère, donc ex-LREM. Il y avait eu pas mal de dissensions au sein du parti en Isère ces derniers temps. Est-ce que vous avez soutenu sa candidature à la présidence? Oui, je l'ai soutenu à partir du moment où elle était candidat. Je connais bien Émilie Chalas, parce que vous me souvenez, j'étais le référent... historique, créateur d'En Marche. Qui étiez le numéro 1 du parti, donc, le premier j'avais notamment pour fonction, un petit peu pour mission, de faire émerger de nouvelles personnalités, dont Émilie Chalas. Voilà, donc je pense qu'elle a démontré depuis, effectivement, sa pugnacité, sa compétence. Bon, elle est solide sur ses valeurs, donc elle va... Il n'y a aucun souci pour qu'elle puisse recréer une dynamique autour de notre mouvement de la majorité présidentielle, et elle aura bien sûr toute sa place dans le futur combat municipal sur Grenoble. Bon, il faut voir aussi la capacité de rassembler quand on fait de la politique. Je dis ça parce qu'il y a 3 élus macronistes au sein du conseil municipal de Grenoble, Émilie Chalas notamment, mais ils siègent dans 2 groupes différents, donc ce n'est pas l'entente cordiale. Oui, je crois que vous m'avez déjà questionné il y a quelques mois sur ce sujet-là. Ouais, ça n'a pas bougé, ils sont toujours... Oui, écoutez, voilà, il peut y avoir des conflits de personnalité, etc. Bon, de toute manière, ce qui est sûr, c'est que pour créer les conditions d'une alternative sur Grenoble, il faudra qu'on soit tous rassemblés. Ça j'en suis certain. Donc, à un moment donné, il faudra bien se retrouver. Bon, avant les municipales qui ont lieu en 2026, il y aura les sénatoriales qui, elles, ont lieu cette année en 2023 et qui vous concernent directement. Vous aurez 64 ans, Didier Rambaud, dans quelques jours. Je ne dévoile pas un secret, mais vous êtes né le 12 mai. Est-ce que vous allez faire valoir vos droits à la retraite? Là, vous êtes dans les clous. Oui, logiquement, je serai dans le coup. Mais j'espère encore en pleine forme. Voilà, je n'ai fait qu'un seul mandat de sénateur. Je n'ai pas d'autre mandat local. Bon, à l'heure qu'il est, j'ai envie de vous dire oui, que j'ai plutôt envie de continuer ce mandat, qui est un beau mandat, le mandat de sénateur, qui représente les collectivités locales. J'étais un élu local, donc voilà, j'espère que je sais de quoi je parle. J'aime beaucoup accompagner tous les projets des communes de ce département de l'Isère. Je le sillonne pendant 6 ans, je l'ai beaucoup sillonné. Je crois que je fais presque 40 000 km par an. Écoutez, si les grands électeurs de ce département ont envie de me reconduire à cette fonction, je pense que je serai prêt. Ils sont à peu près 3000, ces grands électeurs. On les connaît puisque ça ne bougera pas d'ici le mois de septembre. Vous les connaissez sûrement mieux que moi d'ailleurs pour sillonner ce territoire. J'imagine que vous avez déjà fait vos comptes pour savoir s'il y avait possibilité d'avoir le nombre de votes suffisant pour être réélu en tant que sénateur. Je raisonne autrement. J'ai été élu il y a 6 ans.
C'était pas le même corps électoral. Pas tout à fait le même corps électoral. J'étais pas sénateur, moins connu. Voilà, donc si... Mais vous bénéficiez peut-être, à l'époque, en 2017, de la vague Macron. Il était au début de son mandat et il y avait beaucoup d'espoir. Oui, mais sur un collège, sur les grands électeurs, c'est moins... Voilà, il y a moins d'influence, quoi. C'est pas la même chose qu'auprès des électeurs, des citoyens. Donc, bon, voilà, j'ai des raisons d'être optimiste. Je considère avoir fait mon travail. Pourquoi aurais-je moins de voix qu'il y a 6 ans? Mais bon, voilà, tout est possible. Hein. Je connais le climat politique. Je sais que porter les couleurs de la majorité présidentielle, ça va pas être facile. Mais vous irez au combat donc en septembre pour ces élections sénatoriales. On va terminer cette émission par une question au prochain invité. Alors, vous le connaissez bien, j'imagine aussi, puisque vous avez siégé ensemble au Parti socialiste il y a quelques années. Il s'agit de Marie-Noëlle Battistel, qui est toujours au PS, qui est députée de la 4e circonscription de l'Isère. Vous avez des bonnes relations avec Marie-Noëlle Battistel? Marie-Noëlle Battistel, c'est une personne que j'estime beaucoup à titre personnel, beaucoup de respect aussi pour son travail de parlementaire, tant sur sa circonscription qu'au Parlement. Elle a beaucoup impliqué sur un certain nombre de sujets, notamment ceux de l'énergie, de la montagne. Donc j'ai toujours eu de bonnes relations avec Marie-Noëlle Battistel. Et j'espère que ça continuera. Bon, la question est libre, donc vous pouvez lui poser quand même une question vache. En tout cas, je vous laisse regarder la caméra, Didier Rambaud, et lui poser la question que vous souhaitez. Madame la députée, chère Marie-Noëlle, je voulais vous poser une question par rapport au Parti socialiste. Est-ce que le Parti socialiste est pour elle toujours un parti de gouvernement? Quand je vois au Sénat, dans la manière dont le groupe socialiste se mélanchonise de plus en plus, et puis pour parler d'un sujet actuel, celui des retraites, est-ce qu'elle partage le projet de la NUPES d'un retour de la retraite à 60 ans, avec le coût que ça engendrerait, hein, entre 80 et 81 milliards d'euros, ou alors si effectivement elle ne partage pas ce projet, quelle est son alternative pour sauver le régime de répartition des retraites? Et ben voilà, merci Didier Rambaud. Elle vous répondra dans 15 jours, Marie-Noëlle Battistel, puisque la semaine prochaine, on rediffusera le QG des maires consacré aux communes de Visil, Saint-Barthélemy de Séchinienne et Bresson. Vous pouvez retrouver de toute façon toutes les émissions du QG politique en ligne sur télégrenoble.net. Merci d'être venu dans une semaine qui n'était pas facile pour quelqu'un qui défend les couleurs du gouvernement, Didier Rambaud. Merci.